Culture Soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable. Je suis de retour à l'animation, Adi Raphaël, rejoint par mes collègues qui ont tenu la baraque de la meilleure des façons. En premier, Daniel Cameron. Salut Daniel, ça va? Salut Hedy, ça va bien, merci. Et toi? Welcome back. Merci, c'est super gentil de ta part. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'expert Alex Rupert. Alex, j'espère que tu vas bien. Tout va bien. Toutes mes félicitations pour ceux qui sont pas au courant. Tu es un nouveau papa, alors très content de t'avoir parmi nous et j'espère que tout se déroule bien. Ouais, tout va bien. Écoute, on fait ce qu'on peut, on essaie d'être le plus réveillé possible, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Mais là, on revient aux affaires. On va parler de Soccer Canadien, le podcast CS à l'érable dédié à l'actualité du soccer canadien à 100%. Donc aujourd'hui, on a énormément de choses à dire. Donc, en premier, on va parler de deux sujets en gros, mais en premier, je vais juste vous mentionner une petite brève comme ça. On a su finalement les dates pour les qualifications de la Coupe du Monde. Les premières dates, les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 pour l'équipe nationale masculine. Donc, on a su que le Canada va jouer contre les Bermudes le 25 mars, le 28 mars contre les îles Caïmans, le 5 juin à Aruba et le 8 juin face au Suriname. Ça, c'est pour le premier tour. On va pas en parler aujourd'hui parce qu'on a quand même encore le temps. Il y a d'autres échéances avant. Et c'est sûr, dans les prochains épisodes, on parlera bien évidemment de l'équipe nationale canadienne senior, bien évidemment. Par contre, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'équipe nationale U23 ou l'équipe olympique nationale parce qu'on sait que on va avoir les Jeux olympiques de Tokyo. On l'espère, en tout cas, il y a des rumeurs qui disent qu'il va être encore une fois reporté. On espère que pas. Mais on va faire comme si ça allait se dérouler cet été, les Jeux olympiques à Tokyo. On a l'équipe nationale canadienne U23 qui sera dirigée vraisemblablement par Mauro Biello, qui va jouer ses premiers matchs. Et c'est des matchs, en fait, parce qu'ils n'ont pas encore joué les matchs de qualification pour se qualifier aux Jeux olympiques. Le tournoi olympique de la CONCACAF, ça va se dérouler très, très, très bientôt, du 18 au 30 mars. Donc, il y a plusieurs décisions à prendre du côté de Mauro Biello, que ce soit du point de vue des joueurs qui vont être sélectionnés et comment on va faire où on va faire la quarantaine, comment ça va se passer toute la situation autour de la pandémie. Ça va être très intéressant à voir. Je vais vous donner un peu le format de ces qualifications de la CONCACAF pour les U23. Le format est très simple. Il y a deux groupes. Donc le groupe A et le groupe B. Dans le groupe A, il y a le Mexique, les États-Unis, le Costa Rica et la République dominicaine. Et dans le groupe B, on a le Honduras, le Canada, le Salvador et Haïti. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient vers les demi-finales. Donc les demi-finales, c'est un peu comme dans tous les tournois que vous connaissez. Le gagnant du groupe A jouera contre le deuxième du groupe B et le gagnant du groupe B jouera contre le deuxième du groupe A. Et finalement, après ces demi-finales, les gagnants des deux demi-finales joueront une finale un peu pour la forme parce que les deux finalistes seront qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo. Donc, ça va être ça d'habitude. On va se concentrer sur le Canada, bien évidemment. Bon, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, heureusement, on a évité le Canada et les États-Unis dans le groupe. » Mais en fait, c'est pas une très, très bonne chose. Le Mexique et les États-Unis dans le groupe. Merci de m'avoir corrigé. Mais c'est pas une très bonne chose parce que finalement, on va devoir les battre en demi-finale si jamais on veut passer autre part. Donc, ce sera soit les États-Unis, soit le Mexique, à part si il y en a un des deux qui fait pas le top 2. Mais en premier, il faut se qualifier à partir des groupes. Donc, les groupes, le premier match, c'est contre El Salvador le 19 mars. Le deuxième, c'est contre Haïti le 22 mars. Et le troisième, c'est contre Honduras le 25 mars.
Les matchs se jouent complètement au Mexique dans 2 villes, à Guadalajara et Zapopan. Ce sera les 2 villes où le tournoi se déroulera. Les amis, vous avez pensé quoi du tirage au sort? Je vais commencer en premier par toi, Daniel Cameron. Parle-moi un peu de ce tirage au sort. Est-ce que toi aussi, tu étais de ceux qui disaient, ouf, on a évité le Canada et le Mexique, ou bien tu étais plus, ah merde, on va devoir les jouer dans des matchs qui comptent et qui seront des matchs couperés, en fait? Ben, selon moi, c'est mieux de les affronter plus tard. Entre-temps, on aura 3 matchs pour se mettre dans le bain. Faut juste pas espérer que ça soit trop facile au premier tour, ce qui me surprendrait, là. Mais je veux dire, j'aime bien les tournois qui vont progressivement, là, qu'à chaque fois on affronte un adversaire, puis l'équipe s'améliore et tout. Donc, je m'inquiète pas pour ça, là. Je souhaite vraiment que... Puis de toute façon, ça veut pas dire non plus que les États-Unis ou le Mexique, ils vont arriver en force. Ça se peut qu'ils vont avoir un premier tour difficile, puis là, ils vont arriver avec des cartons, des blessures. Donc, je m'en fais pas avec ça, là. Moi, je suis content de pas tomber sur eux au premier tour. OK. Et toi, Alex? Ben, j'aime bien le format. C'est quand même un bon challenge. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre contre Haïti. Fait à noter, c'est que le El Salvador et le Honduras, c'est 2 pays à pas sous-estimer parce que beaucoup de jeunes qui vont être des jeunes joueurs qui évoluent présentement dans leur ligue domestique à la maison. Puis ça va être très intéressant parce que pour une fois, je pense que le Canada, ça va vraiment être un vrai test parce que dans les années passées, on avait tellement tendance à garder nos effectifs les plus forts dans l'équipe senior. Puis quand c'était le temps de remplir nos équipes olympiques, on mettait des joueurs que oui, sont affiliés à des clubs professionnels, mais ils jouent pas beaucoup de minutes, ou ils sont seulement dans des académies, ou ils sont toujours sur le banc. Mais je pense que cette fois-ci, on risque d'avoir, à cause de la qualité qu'on a au niveau senior, on risque de voir de belles surprises, de bonnes jeunes joueurs faire l'équipe olympique. Et je pense qu'on est capable d'avoir une équipe complète de joueurs qui ont beaucoup de minutes à un très bon niveau. Et on va pouvoir tester ces joueurs-là contre ceux d'Amérique centrale. Comme ça, au moins, quand ça va être le temps d'affronter soit les États-Unis ou le Mexique, je pense que nos joueurs ils se seront ajustés, puis ils seront aguerris et prêts pour les Américains et le Mexique. Ouais, non, c'est sûr, c'est une bonne façon de voir les choses, effectivement. Par contre, il faut juste qu'on fasse attention, parce qu'il y en a plusieurs compétitions qui se jouent à la fois. En fait, c'est toi, Alex, en off, qui m'a fait remarquer ça. C'est que il va y avoir les équipes nationales seniors, donc la première équipe, vont jouer en même temps les qualifications de la Coupe du Monde. Donc, beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais le Salvador ou le Honduras ou ce genre d'équipe-là, ben, ils sont forts d'habitude, ils ont plusieurs jeunes joueurs, mais quel est le bassin de joueurs qu'ils ont selon vous? Est-ce qu'ils ont un assez gros bassin, ces équipes-là, pour faire peur sur les 2 compétitions, dans le côté senior et le côté de U23, ou est-ce que vous pensez que ça va être un peu plus compliqué? Parce que comme tu l'as dit, Alex, et ça c'est très intéressant, le Canada, si c'était un problème dans le passé, de nos jours, ça n'a plus l'air d'un problème. En fait, on a un peu l'embarras du choix. Il y a beaucoup de choix pour choisir de bons joueurs grâce à la CanPL ou à la Première Ligue canadienne. Donc, est-ce que vous pensez que ces équipes-là qui font d'habitude peur, surtout au côté senior, et qui auraient fait peur si jamais on n'avait pas de compétition senior en même temps, est-ce que vous pensez que ce sera encore des équipes qui seraient dangereuses pour une équipe comme le Canada, malgré tout, à ce niveau, à U23? Alex, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'ils ont un bassin aussi grand? Je pense que ça va être comme dans les années passées où est-ce que les meilleurs ils restaient avec les seniors, puis les équipes olympiques, ils allaient puiser dans leur ligue domestique. Je pense que la grosse différence, c'est nous. C'est nous qui a upgradé, c'est nous qui va être capable d'apporter de bien meilleurs joueurs à ces compétitions-là. Je pense que ça va être du pareil au même de leur côté, mais nous, on va être beaucoup plus forts. Puis ceux qui regardent un peu les matchs amicaux, si vous regardez un peu ce qui est arrivé avec les matchs amicaux du côté Salvador ou d'Amérique centrale, puis pendant ces matchs-là, ils vont vraiment aller chercher les plus jeunes pour les faire jouer. On voit quand même
c'est pas ce qu'on est habitué de voir. On voit pourquoi ces équipes-là, ils dépendent beaucoup de leurs équipes seniors. Je veux pas dénigrer leurs équipes juniors, les U23, mais je pense pas que ça va être aussi différent que les années passées. Je pense que c'est vraiment nous qui va apporter un effectif beaucoup plus fort que d'habitude. Et je pense que ça va les surprendre. Daniel? Ben, moi, je pense qu'à partir du moment où c'est trois pays qui ont quand même un vivier local, les trois ont des ligues avec des jeunes qui vont jouer dans leur ligue, je pense qu'on peut pas vraiment se permettre de les sous-estimer. Après, comme il y a les qualifications pour la Gold Cup en même temps, ça pourrait influencer, surtout que c'est pas tout le monde qui est à l'étranger qui va pouvoir venir. Fait que là, peut-être ils vont devoir appeler plus de jeunes pour remplacer ceux qui n'ont pas pu venir. Donc, je trouve que c'est des incertitudes, mais il va falloir y aller à fond puis attendre de voir les listes qui vont être annoncées de part et d'autre, là. Ouais, non, c'est sûr. Après, j'aimerais vous parler un peu de cette rivalité naissante entre le Canada et Haïti. C'est drôle parce que la dernière fois que le Canada avait encore une fois perdu face à Haïti, en fait, pas le Canada, mais Forge FC avait perdu contre Arcae. On a eu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, les Canadiens, vous sous-estimez trop souvent le Haïti, la Ligue haïtienne et les clubs haïtiens. » Et ça fait plusieurs fois qu'on vous bat et puis en fait le Haïti est bien supérieur au Canada et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que à ce moment-là, je sais que on a chacun un peu notre avis par rapport à ça, mais bon, force est d'admettre les résultats vont en faveur de Haïti. Est-ce que vous pensez que ce match-là c'est un peu le match qui serait le symbole d'un début de revanche, ce match-là du 22 mars entre Haïti et Canada, ce serait en disant, OK, notre jeunesse est meilleure que la vôtre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une symbolique quand même assez forte dans ce match-là entre Haïti et Canada? Daniel, je vais t'écouter en premier cette fois-ci. Honnêtement, je pense pas, là. Je pense que chaque chose était vraiment T'aimes différente. pas les rivalités, toi? T'aimes pas les rivalités? Ben, les rivalités entre équipes nationales, j'y crois pas trop, surtout quand on mélange là-dedans une rivalité entre clubs et que c'est même pas les... Après ça, à suivre, est-ce qu'il y aura pas de joueurs je pense pas qu'il y aura vraiment de joueurs de Forge dans l'équipe U23. Est-ce qu'il y aurait des joueurs d'Arcade? Probablement, parce qu'il y avait des jeunes joueurs qui étaient intéressants. Donc, pour qu'il y ait une rivalité, il faut que ce soit les mêmes personnes qui soient impliquées. Ouais, ça c'est ta définition de rivalité. Parce que moi, si jamais je revois une rivalité entre, je sais pas moi, le Brésil et l'Argentine, bah c'est une rivalité entre le Brésil et l'Argentine depuis des années et des années, des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines, des centaines d'années. Donc tu peux avoir une rivalité juste à force d'avoir rencontré la même équipe à plusieurs reprises, ça crée une rivalité qui serait une rivalité sportive et non pas une rivalité de joueurs, d'un joueur X à un joueur Y. Mais bon, c'est chacun sa définition. Je suis d'accord avec toi, tu l'as bien dit. Il faut jouer à plusieurs reprises. Là, on parle de l'équipe nationale senior en 2019, de 2 clubs en 2020, puis de l'équipe nationale U23. Puis il faut pas oublier d'ailleurs que pour les qualifications pour la Coupe du Monde, ça se peut qu'on revoie encore c'est un ça, match. donc justement, tu renforces mon point. En 2 ans, on a quand même plusieurs affrontements entre des équipes, que ce soit des équipes ou l'équipe nationale haïtienne et des équipes nationales canadiennes ou des clubs canadiens, et à chaque fois, c'est Haïti qui a été au-dessus. Donc, ça crée quand même un début de rivalité qui est quand même logique à avoir. Après, bon, comme j'ai dit, c'est ton choix, n'empêche. J'aimerais écouter Alex par rapport à ce point-là. Est-ce que tu penses que ce serait un symbole, ce match-là serait quand même assez symbolique pour cette rivalité naissante, on va l'appeler comme ça? Je trouve que c'est trop tôt. Il faudrait qu'Haïti gagne. S'il gagne en U23, là, moi, je commencerais à dire, OK, il y a quelque chose qui se passe. Parce que je l'avais déjà écrit à quelque part que, tu sais, on crée ce narratif que Haïti est dans la tête du Canada, mais au cours des 20 dernières années, les deux pays se sont affrontés genre 4 fois, puis le Canada a gagné 3 fois, puis ils ont perdu en Gold Cup. On a tous vu ce qui est arrivé avec Forge. Est-ce que c'est vraiment le pays qui est rentré dans la tête du Canada? Je pense pas. C'est sûr que si on perd en U23, là, il faudra se poser des questions parce que là, c'est plus profond. Là, on est en train de dire que le bassin du jeune joueur d'Haïti est comparable au nôtre.
Puis, je pense que Haïti va beaucoup puiser sur leur ligue domestique pour remplir leur effectif. Alors, une victoire d'Haïti, là, ce serait significatif. Puis là, tu pourrais commencer à dire, ben, ils rentrent dans notre tête. Mais avec la qualité que nous, on va amener sur le terrain, je serais très surpris. Et il faut pas oublier le contexte que quand Haïti nous a battus en Gold Cup, c'est que, ben, je veux pas faire d'excuses, mais je veux pas excuser le coach, mais le coach était con. Il était pas du tout préparé. Lui, il avait son plan de match pour le Costa Rica, puis il a même pas fait ses devoirs sur Haïti. Moi, je pense qu'un Canada bien préparé qui met ses meilleurs effectifs sur le terrain, on a une meilleure qualité, on a plus de profondeur. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Moi, très sincèrement, comme je l'ai appelé, pour moi, c'est une rivalité naissante. On est au début du terme rivalité. Et pour moi, je pense que si jamais Haïti s'impose face au Canada dans ce tournoi U23, là, ça deviendrait vraiment une rivalité assez féroce, je pense, entre ces deux équipes nationales. Et je pense que juste le fait d'avoir subi autant de défaites en l'espace de quand même un espace restreint de 2 ans ou 3 ans, en prenant en considération que 2020 est presque à jeter à la poubelle, vu qu'il n'y a pas eu de match, ça fait en sorte que ouais, moi je trouve que plusieurs défaites de suite face à la même nation créent quand même une certaine tension qui peut être une rivalité pour le futur. En tout cas, on verra de ce point de vue-là. On va s'amuser aujourd'hui à faire une liste de joueurs que Mauro Biello devrait prendre. Bon, c'est sûr, on se base un peu sur rien. Enfin, chacun a ses propres critères, en fait, sur lesquels il s'est basé. C'est sûr, on est tous partis à travers la liste qui a été donnée, la liste de 50 joueurs qui avait été donnée déjà lorsque le tournoi qualificatif de la CONCACAF était supposé se dérouler encore en 2020. Mauro Biello avait donné une liste de 50 joueurs. On s'est basé sur ça. Puis après, il y a plusieurs joueurs que tous les trois, je pense, on a choisi qui sortent de cette liste-là et qui étaient même pas dans cette liste-là parce que les choses ont changé depuis. Donc, on va chacun un peu donner notre liste, juste par mesure de standardisation, on va l'appeler ça comme ça. On a décidé de faire des groupes de 23 joueurs. D'habitude, c'est 20 joueurs dans les épreuves comme ça. On a décidé d'aller avec 23 parce qu'on se dit que peut-être avec la COVID et ainsi de suite, ils vont augmenter un peu le nombre de joueurs qui pourraient être pris. Donc, on a pris un tournoi standard qui est de 23 joueurs d'habitude, avec, comme d'habitude, très souvent, c'est une obligation de 3 gardiens de but, et puis le reste, c'est un peu comme ce que chacun veut. Donc, on va commencer en premier par les gardiens de but. Daniel Cameron, je vais commencer par t'écouter pour les 3 gardiens de but que tu as choisis pour cette équipe U23 à la place de Mauro Biello. Si jamais tu étais à sa place à lui, qui t'aurais choisi? Dane Sinclair, James Pantemis, Thomas Hasal. OK, parfait. Donc, 3 joueurs d'Amérique du Nord. Donc, Sinclair qui a été excellent avec Minnesota l'année passée. Pantemis aussi excellent avec Valor, très bon avec l'Impact de Montréal dans le passé. Et Hasal aussi avec Vancouver. De ton côté, est-ce que tu le suis, toi, Daniel, ou Alex, tu le suis ou pas vraiment? Presque à moitié. Fait que je suis d'accord avec Dane Sinclair. Il a été juste spectaculaire pendant les séries éliminatoires, les séries éliminatoires de la MLS. Puis je pense que c'est comme évident que Milan Borjan, c'est lui le partant pour le club senior, l'équipe senior. James Pantemis qui a bien joué en CanPL. C'est un choix évident. Là où est-ce que je déroge au lieu de Hasal, que je pense qu'il avait été blessé récemment, ouais. Il s'est remis d'une blessure. Moi, j'irais exactement. Fait que moi, j'irais avec Sébastien Breza de Bologne. Parce que, mine de rien, Sébastien Breza, toujours appelé sur le banc de Bologne, même s'il n'a pas encore fait ses débuts en Serie A, il s'entraîne avec l'équipe senior, puis il le garde dans l'entourage senior, donc il y a quelque chose là. Moi, je l'amènerais, puis peut-être lui donner un match. C'est intéressant parce que moi, je suis entre vous deux. Donc, je pense que tous les 3, on a choisi James Pantemis. Donc, ça, c'est, je pense, la seule chose où on est tous les 3 d'accord. Moi, je vais prendre le même avis qu'Alex pour Sébastien Breza de Bologne.
Je trouve que c'est un moyen aussi de voir encore Breza de nouveau dans une compétition, de passer du temps avec lui, parce qu'on sait qu'une compétition, c'est autre chose que l'appeler pour un match amical ou deux matchs amicaux. Là, on est dans une compétition, on va le voir au jour le jour. Donc moi, je prendrai Sébastien Breza. Par contre, je vais suivre mon ami Daniel Cameron en prenant Thomas Hasal aussi, parce que pour moi, Dane Sinclair, c'est quelqu'un qui serait avec l'équipe senior aux côtés de Crépeau et de Milan Borjan. C'est ma manière à voir les choses de ce point de vue-là. On passe aux côtés des défenseurs. Bon, alors moi j'ai choisi 8 défenseurs parce que je pense qu'on s'est tous entendus d'aller avec un 4-3-3. Donc il y a quand même 4 défenseurs et on a choisi 8 défenseurs. Donc le titulaire et sa doublure ou bien 2 à chaque poste. On va commencer par les latéraux. Je vais laisser cette fois-ci à toi, Alex, de commencer avec tes latéraux. Si tu veux commencer par la droite ou par la gauche, tu choisis. Je vais commencer avec la droite. Oui. Comme j'anticipe certains joueurs qui vont être appelés à l'équipe senior, le premier que je vais appeler à droite, ça va être Alistair Johnston de Nashville en MLS. Excellent défenseur qui a retenu l'attention au camp d'entraînement. Faut pas oublier que dans les postes latéraux, on a beaucoup de profondeur au Canada, fait que c'est pas surprenant que quelqu'un du calibre de Johnston se ramasse avec l'équipe U23. Bon, c'est un honneur quand même. Ouais, Et puis l'autre latéral droit, ce serait Kaden Chun de Pacific FC. Il passe beaucoup sous le radar, mais lui, son jeu est extrêmement solide avec Pacific. Fait très peu d'erreurs, très fiable, très dynamique. Pour moi, c'est un incontournable. À gauche, moi, j'appellerais Mohamed Farsi de Cavalry. Pour une autre raison, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il peut jouer à droite et à gauche. Donc, un atout de taille pour Mauro Biello. Moi, je pense que l'autre choix à gauche, ce sera Zoran Bassong du CF Montréal. Bien qu'il n'a pas vraiment joué en Belgique, je pense pas que le personnel d'entraîneur ont oublié ses performances quand il avait été appelé pour des matchs amicaux contre la Barbade, je pense. Oui, c'était la Barbade. Comme les Barbades, oui, effectivement. C'est ça. Il avait été, moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Très bon. Il avait vraiment très, très bon, très solide. Pas pour rien que Montréal le signe. Moi, je pense que tu peux le mettre dans l'équipe et tu peux t'attendre à des résultats avec lui comme partant. C'est excellent. J'aime beaucoup tes choix. Je vais continuer, moi, avant de donner la parole à Daniel. Donc, c'est très drôle parce on a 3 des 4 même Daniel et moi, Alex et moi. Donc Alistair Johnston à droite, Kaden Chung aussi à droite pour moi parce que Zachary Bourguillard serait avec les seniors, tout comme Richie Larea et il serait même pas sélectionnable Richie Larea, mais Tajan Buchanan aussi serait avec les seniors. Donc pour moi Johnston, Kaden Chung c'est les latéraux droits. Par contre, à gauche, je suis d'accord avec toi, avec Zoran Basson. Par contre, je vais prendre Diaydin Abzi à gauche parce que je pense que il a ce qu'il faut pour être là. Peut-être la doublure de Basson. Ce serait un peu mon choix à moi du côté gauche. Et toi, mon ami Daniel, est-ce que tu as pris les 4 mêmes ou est-ce que on a des choix similaires ou vraiment t'es complètement pas d'accord avec nos choix à nous? Moi, c'est complètement différent. À droite, j'ai mis Chris Novick-Insa. Qu'on salue d'ailleurs. Oui, on le salue toujours. J'ai trouvé qu'il avait fait des très bonnes performances au Island Games et qu'il serait un profil intéressant. Ouais. Alistair Johnston, bien sûr, pour l'ensemble de sa saison en MLS en 2020. À gauche, j'ai mis Basson aussi parce que je sais qu'il a quand même tapé dans l'œil de l'équipe nationale il y a 1 an, puis là, il va revenir à l'entraînement avec le CF Montréal. Et Abzi, malgré qu'en 2020, il n'a pas été aussi tranchant qu'en 2019, ouais. Je pense que c'est un profil intéressant à avoir dans l'équipe. Puis je l'appellerai là. Ça ne veut pas dire nécessairement que je le mettrai titulaire, mais au moins l'appeler pour la compétition, je trouve que ça serait un joueur intéressant pour même s'il serait la doublure de Basson, il peut rentrer dans des matchs puis avoir un rôle important.
Parfait, ben, très bon choix aussi, bien évidemment. On passe aux défenseurs centraux. J'ai choisi 4 défenseurs centraux. Je vais commencer moi-même. Donc, Kamal Miller du CF Montréal, parce que je pense qu'en haut, du côté senior, il y aura de la place. Il y aura d'autres joueurs qui vont prendre les places en haut. À côté de lui, je vais dire Julian Dunn, qui m'a vraiment impressionné cette année en CanPL, où il a vraiment fait une excellente année avec Valor FC. Juste après, on a Callum Montgomery avec Minnesota. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, Montgomery. Je le trouve quand même très bon, Montgomery, quand il est parti jouer à San Antonio. Puis j'ai bien aimé ce qu'il a fait en USL avec San Antonio, même s'il n'a pas énormément joué. Je pense que c'est un joueur qu'il faut garder à l'œil. Et enfin, je vais prendre notre ami Thomas Meyer-Giguère, qui je trouve a été excellent avec Pacific FC. Donc, ce serait moi les 4 défenseurs centraux. Daniel, je te laisse continuer avec tes 4 défenseurs centraux avant de passer à Alex. Qu'est-ce que tu nous as choisi cette fois-ci? J'ai eu plusieurs qui ressemblent à ta liste. J'ai Kamal Miller aussi. Pour la même raison, je pense qu'il va pas être appelé avec l'équipe A. J'ai mis Thomas Meyer-Giguère. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne compétition à Island Games. Julian Dunn pour la même raison. Et Yao, parce qu'il a, je pense, une bonne promesse. Puis même si, je veux dire, ça veut pas dire que je le mettrai titulaire, mais il peut, pour la profondeur, ce serait le genre de joueur à appeler. Et toi, Alex? Moi, le premier que j'appellerais, ce serait, on va commencer avec ceux qui sont obvious, évidents. Donc, je vais commencer avec Kamal Miller de CF Montréal. Je pense que il apporte beaucoup de qualité. Il a quand même été bon avec Orlando, puis c'est bien que Montréal va commencer à le jouer à sa position naturelle. Fait que, excellente occasion de commencer à cette position-là avec nous, sur l'équipe U23. Ensuite, moi aussi, Julian Dunn du Toronto FC qui a très bien fait avec Valor, qui était une pierre centrale, angulaire de la défensive de Valor, qui a complètement transformé cette équipe-là. Je partage aussi ton avis avec Caleb Montgomery du Minnesota FC, qui l'ont fait il a très bien fait en USL Championship. Là, on s'attend à ce qu'il joue avec le club Minnesota cette saison, qui voit plus de minutes. Et là où est-ce que je diffère avec vous, je pense que Frank Stirring du FC Den Bosch, qui est la 2e division aux Pays-Bas, je pense qu'il va être appelé parce que j'ai lu sur lui pendant le camp d'entraînement, le camp que le Canada avait tenu en janvier. Puis le personnel d'entraîneur était très impressionné. Il disait qu'il était très dynamique, très athlétique et défensivement très solide. Il a quand même joué une dizaine de matchs. Il s'est blessé l'année dernière, mais mais en dehors de sa blessure, il était régulier. Et il vient quand même du milieu, il vient quand même du système des Pays-Bas néerlandais. Donc, c'est un excellent système. Il a une excellente base. Et même lui, il disait en entrevue que, à son avis, il est peut-être un peu biaisé, mais il disait que les Pays-Bas, c'était ceux qui développaient les meilleurs défenseurs centraux. Puis, il prêche pour sa paroisse, quoi. Il prêche pour sa paroisse, mais si tu lis entre les lignes, ça veut comme dire, je crois pas vraiment en mes chances de représenter les Pays-Bas, mais le Canada qui a des besoins massifs, c'est une excellente opportunité pour lui, puis il est jeune, puis je pense qu'on va vouloir voir de quoi qu'il est fait pendant le tournoi olympique. Intéressant. Il a 23 ans, donc il est jeune, oui, mais il est plus, c'est pas un jeune joueur de 18 ans, là, il a quand même 23 ans. Donc voilà, on verra ce que ça va donner pour Frank Stirring, qui est quand même un choix assez intéressant. Moi, je le connais pas, donc j'ai aucune idée de ce qu'il vaut, donc j'ai préféré choisir des joueurs que je connais. Donc voilà, ça c'est mon point de vue à moi. On passe au milieu de terrain, on va aller un tout petit peu plus vite dans nos choix. On est dans un 4-3-3, donc il nous faut 6 milieux de terrain, que ce soit un milieu défensif, 2 milieux défensifs, 4 milieux centraux, ou que ce soit 4 milieux défensifs, 2 milieux centraux. Vous choisissez ce que vous préférez, pas besoin de le dire. Moi, je vais commencer par mes choix à moi. Liam Fraser, qui est pour moi peut-être sera très vraisemblablement peut-être le capitaine de cette équipe ou un peu la plaque tournante de cette équipe. Je pense que ce serait dommage de le voir avec l'équipe A parce qu'on sait qu'avec l'équipe A, il jouera pas.
j'aimerais pouvoir le voir prendre un rôle de leader, un rôle de capitaine dans cette équipe-là, être vraiment le meneur de jeu qu'on attend de la part de Liam Fraser. Donc pour moi, Liam Fraser serait là. À côté de lui, Noble Okello qui a presque tout cassé partout où il est allé du côté des jeunes. Il a 20 ans maintenant. Ryan Raposo qui a été très bon avec Vancouver, qui serait là aussi. Noah Verhoeven qui a été aussi très très bon avec Pacific et maintenant qui a été transféré à York United. Et enfin, les deux derniers, c'est Michael Baldissimo de Pacific FC pour finalement finir avec Simon Collin. Et oui, on a tendance à oublier Simon Collin qui est parti en Europe, mais pour moi, c'est un joueur qui est très, très bon. Il a tout juste 18 ans, il est prêté en Italie au club de Spal. Et j'ai comme l'impression que ce joueur-là a un avenir extraordinaire. Je serais très étonné que le club de Spal le retienne. Donc, je verrais bien Simon Collin jouer en tant que titulaire aux côtés de Fraser et Okello dans ce milieu de terrain à 3. Donc, ça, c'est mon choix pour les 6 joueurs au milieu de terrain. Alex, je te laisse continuer avec les 6. D'accord. Je partage ton avis pour Noble Okello. D'ailleurs, il est encore en prêt au Danemark, c'est bien ça? Ouais. Il joue beaucoup de matchs physiquement imposants qui peut dicter la cadence dans un match, exactement ce qu'on a de besoin. Ensuite, il y a Michael Baldissimo du Vancouver, des Whitecaps de Vancouver, que j'ai trouvé excellent dans la dernière saison avec ouais, c'est vrai, les c'est Whitecaps. Vancouver. Je sais pas pourquoi j'ai dit Pacifique, mais c'est Vancouver, t'as raison. Ouais. Ça, c'est son jumeau. Ouais, c'est son jumeau. Je me trompe tout le temps entre les deux, là, mais c'est de lui que je voulais parler. Baldissimo de Vancouver, excuse-moi. Ouais, je l'ai trouvé excellent avec Vancouver. Bon. C'est très, très bon, qui est capable d'alimenter l'attaque, qui est capable de trouver les passes qui brisent les lignes défensives. Excellente vision. Liam Fraser du Toronto FC, que je suis pas mal content que Greg Vanney s'en va parce que je sais pas pourquoi les joueurs canadiens, il les jouait pas. Liam Fraser, carrément, tu gaspilles le talent. C'est quand même lui qui était sur le terrain dans notre victoire contre les États-Unis. Il me semble que ça montre quelque chose. Et c'est là que je suis pas mal sûr que je vais différer de tout le monde. Fait que moi, je suis un peu sorti à côté de la track. Fait que moi, je vais commencer avec Harry Patton du Ross County en Écosse, Scottish Premiership. Mine de rien, Harry Patton, je crois qu'il connaît sa meilleure saison. Il a même été joueur du mois pour Ross County. Il joue beaucoup de matchs, partant régulier. Excellent milieu de terrain, même dans une équipe qui est assez ordinaire comme le Ross County. Il sera libéré pour toi? C'est là que le bas blesse pour moi. Est-ce qu'il sera libéré si jamais il est titulaire avec Ross County? L'autre question, moi je l'ai pris parce que moi je me dis, est-ce que Ross County a vraiment une chance de gagner le championnat écossais? No way. Non, mais peut-être pas relégué. Ils ont une chance d'être relégués par contre. C'est ça le problème. Oui, excellent point. C'est pour ça que j'avais un plan B. Mon plan B, c'est si Harry Patton ne peut pas être libéré, je pense que le Canada a beaucoup à gagner en rappelant Lucas Diaz. Lucas Diaz, c'est un jeune de 18 ans qui est éligible pour le Portugal et le Canada. Et il est, même à 18 ans, en tant que milieu de terrain, il est déjà sur le U23 du Sporting. Et il a déjà joué 13 matchs en 2020 pendant cette saison. Et je pense que le Canada, ce serait un coup si le Canada arrive à le mettre dans leur giron assez de bonheur. Et juste pour lui montrer comment l'équipe nationale ça va, pour essayer de voir si on peut l'intéresser à notre programme. L'autre choix, ce serait Stefan Mitrovic, 18 ans, qui joue avec Radniki Nis en Serbie, en première division serbe, la même division que notre gardien partant, Milan Borjan. Il a été partant plusieurs fois pour le club et il s'est quand même bien débrouillé. Je pense qu'il y a beaucoup de qualité là. À un aussi jeune âge, je pense que ce serait un atout de taille pour notre équipe. On pourrait amener beaucoup de qualité. Et finalement, Marcelo Flores du Arsenal U18. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que
pendant le dernier camp, quand on l'avait rappelé, mais finalement, ça n'a pas marché. Supposément que Arsenal était très impressionné du programme que Herdman avait pour lui, puis des plans qu'il avait pour lui. Puis du côté de Marcelo Flores, il est très curieux de voir qu'est-ce que le Canada a lui apporté. Puis il avait l'air très décidé de vouloir essayer le Canada. Alors je pense que c'est une occasion en or de l'essayer avec nous. Ouais, c'est super intéressant tout ce que tu dis. J'ai mes doutes pour Patton de Ross County et Mitrovic de Radnitsky parce que tous les deux, c'est des joueurs qui font partie de l'effectif et qui, je pense, leur club ne vont pas les relâcher parce qu'ils jouent quand même en première division. Radnitsky et maintenant l'équipe de Mitrovic est quand même 7e de la Ligue serbe, donc ils se battent pour peut-être une place européenne à un moment donné. Bon, c'est un peu loin, mais quand même, ils sont quand même encore capables d'aller attraper ces 3 premières places. Mais c'est intéressant. De ton côté, Daniel Cameron, quels sont tes 6 joueurs au milieu de terrain? Eh bien, moi, j'ai pensé à Elliot Simmons de Cavalry. Il a fait des bons Island Games. Liam Fraser de TFC aussi. Je pense que je suis pas très original là-dessus. J'ai pensé à Mohamed Farsi parce qu'il avait bien joué au milieu de terrain pendant les Island Games et il y a quand même beaucoup de latéraux intéressants, donc je pense qu'il faut l'appeler, mais utiliser sa polyvalence. Michael Baldissimo des Whitecaps, le petit frère de Matthew. Noble Okello, bien sûr. Je sais pas si vous avez vu sa nouvelle masse musculaire dans le dernier commentaire. On est d'accord, en tout cas, sur tous les trois, on est d'accord sur Fraser, Okello et Baldissimo jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même déjà bien, là. Et Noah Verhoeven aussi, il a quand même fait des bonnes saisons 2019-2020. Il vient d'ailleurs de signer à York, là. Donc, moi, je pense que c'est un profil qui peut être intéressant, là. Je suis pour la diversité des profils de joueurs, là. Parfait. Et ton 6e? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simmons, Fraser, Farsi, Baldissimo, Okello, Verhoeven. Ah oui, j'ai oublié Fraser. J'ai oublié Farsi dans ton milieu. Ok, excuse-moi. Parfait, on va passer par les 3 attaquants. Les 3 attaquants, c'est sûr, dépendamment de comment vous les jouez, moi, la façon dont je le vois, donc il y a un ailier droit, un ailier gauche et un attaquant central. Je vous laisse choisir, vous pouvez nommer 6 attaquants directement, puis que Biello se débrouille avec où il veut les placer, ou bien vous pouvez préciser si jamais vous voulez le mettre sur l'aile droite, l'aile gauche ou en pointe. Daniel, je te laisse continuer avec tes choix, tes 6 attaquants. D'accord. Vous allez bien vous amuser avec mes attaquants. J'ai Brim, bien sûr. Faut pas oublier le camp d'entraînement de Charles-Andreas Brim, ouais. Charles-Andreas Brim, oui, pardon, qui joue, si je me trompe pas, il est prêté en Belgique maintenant, ou il est signé en Belgique? Il joue à Moucron. Ouais. Il est prêté à Moucron. Il est prêté par Lille à Moucron. Effectivement, il a joué quelques matchs avec Moucron. Effectivement. Donc, j'appellerai puisqu'il a fait un bon camp d'entraînement en 2020. Là, après ça, est-ce que son club va libérer? Est-ce qu'il va pouvoir voyager? Ça, c'est une autre histoire. On va espérer que oui. J'appellerai également Jayden Nielsen puisqu'il a fait des bons camps d'entraînement aussi. Puis, c'est les prometteurs. Sinon, les autres, vous allez vraiment être surpris. J'ai pensé à José Hernandez. Je trouve que ce serait bien de le mettre sur l'aile. Il peut apporter de quoi. Puis, il est déjà en Amérique du Nord. Jean-Yves Balou-Tabla également, parce que c'est un joueur... la 75e chance de Jean-Yves Balou-Tabla. Je pense dans un tournoi comme ça, un joueur avec ce profil, que tu rentres dans les 15 dernières minutes, ça peut être intéressant. Ou peut-être plus si jamais il nous amène des points. Également, Tyrone Campbell, malgré qu'il n'y ait pas eu des Island Games extraordinaires, c'est un profil différent de ce qu'on a. Ouais. Et pour terminer, Easton Ongaro, il a fait une bonne saison 2019, 2020 un peu moins, pas un peu, c'était moins bien, mais il a quand même marqué des buts. Puis il revient d'un prêt en D2 danoise, donc si je ne me trompe pas, c'est ça, il est prêt, il est frais et dispo. Puis c'est encore une fois, c'est une question de profil qu'on n'a pas là. Intéressant. Donc, ça serait intéressant.
Intéressant tes choix. Et de ton côté, notre ami Alex Rupert, est-ce que tu as des choix semblables ou complètement différents? Du point de vue semblable, je pense que oui, je pense que Charles-Andreas Briem, il faut le rappeler. Je l'avais trouvé très bon avec le Canada. Oui, il est en prêt en Belgique, il joue quelques matchs et quelques minutes, mais c'est un niveau quand même, c'est un niveau quand même relevé. Fait que déjà qu'il arrive à faire non seulement à faire partie du 18 des joueurs qu'on appelle, mais Il a que même joué aussi, aussi, là. ouais, c'est ça, il joue. Fait qu'il En joue, on lui première donne des division, minutes. c'est pas mal. En première division, c'est quand même quelque chose pour son âge. Donc, je pense que c'est un incontournable de son côté. Ensuite, bien sûr, Théo Corbeanu du Wolverhampton Wolves. En première, pour l'instant, il est avec le U23 des Wolves. Euh, j'ai regardé quelques séquences de jeu avec lui, puis déjà, il y a Erdman qui est aux anges avec lui, qui dit qu'il voit en Théo Corbeanu l'attaquant complet, parce que Corbeanu peut jouer au centre, à gauche et à droite, excellent sur toutes les positions en avant. Et l'entraîneur des U23 avait appelé Théo Corbeanu comme il avait carrément déclaré le meilleur joueur des U23, puis il a seulement 18 ans. Et le coach disait que avec lui, je sais que quand il est sur le terrain, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et bien sûr, j'étais sur le bout de ma chaise tout le mois de décembre car l'entraîneur de l'équipe senior en English Premier League avait appelé Théo Corbeanu à cause de tous les blessés qu'il y avait en avant. Et il a quand même voyagé avec l'équipe tout le mois de décembre. Donc, il aurait facilement pu faire ses débuts avec le club. À seulement 18 ans, c'est quand même remarquable. Ensuite, j'irai avec Jacob Schaffelberg du Toronto FC. Je crois qu'il mérite sa chance. Je pense que c'est un attaquant qui est redoutable, qui a beaucoup à apporter. Puis j'avais même eu la chance de voir des clips quand il faisait partie des selects des Halifax Wanderers quand ils avaient joué contre le club allemand Düsseldorf. Mm-hmm. Il y a beaucoup de potentiel en Jacob Schaffelberg. Ensuite, je rappellerai Theo Bair de Vancouver. Theo Bair qui a énormément de minutes avec les Whitecaps de Vancouver, qui joue aussi avec notre ami Lucas Cavallini. Et qui a déjà été appelé par les A à un moment donné. Exactement. Donc, c'est beaucoup de qualité qu'on peut apporter à notre équipe déjà en partant. Ensuite, Easton Ongaro du FC Edmonton, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait été en prêt au Danemark. Puis, même si l'équipe où est-ce qu'il avait été prêté ont décliné l'offre d'achat, Easton Ongaro, ça a peut-être pris un petit peu de temps, mais il a commencé à s'adapter à la vie européenne. Puis, il avait même marqué un but. Et je pense qu'il se débrouillait bien, puis je pense qu'il a beaucoup de choses à prouver à FC Edmonton. Puis c'est le type de joueur que tu peux pas ignorer parce que c'est un attaquant de 6 pieds, c'est presque 6 pieds 6, je pense qu'il fait, 6 pieds 6, 6 pieds 7, Ouais. qui commence à prendre beaucoup plus en carrure, en maturité, très technique en avant, toujours bien placé. Je pense que Easton Ongaro, il a beaucoup de potentiel. Puis, mon dernier choix, je pense que je vais aller un petit peu à gauche, ou c'est peut-être parce que je suis facile à impressionner, mais j'ai bien aimé Jordan Peruzza du Toronto FC qui a été prêté à San Antonio. J'ai vu quelques séquences de jeu quand il jouait en USL Championship, puis je crois que Toronto FC ont quelque chose là. Ouais, ben c'est de très très bons choix. Moi, je suis un peu, j'ai pas de joueur bizarre à vous sortir. En premier, ben, je suis d'accord avec Daniel Cameron, avec Jayden Lanson, que toi t'as pas choisi, Alex. Je m'attendais à ce que tu le choisisses. Pour moi, c'est vraiment un excellent joueur qui sera très sûrement quelqu'un qui fera partie des seniors dans les prochaines années. Je le trouve vraiment très très bon. Je suis d'accord avec vous, avec Charles-Andreas Briem. Je pense que tous les deux, vous l'avez choisi. Moi aussi, je l'ai choisi. Après, je reviens à ce que Alex a dit. Je suis d'accord avec Theo Bair,
Jacob Schaffelberg, qui est peut-être le joueur qui m'a le plus impressionné en MLS sur les 2 dernières années, qui est un peu venu un peu de nulle part, à mon avis, à moi, qui je trouve est vraiment très très bon, surtout en tant qu'ailier. Ça c'est ce que je pense qu'on a en commun tous ensemble, ou presque. Et j'ai pris Mo Farsi. Pour moi, j'ai envie de voir Farsi jouer plus haut, même s'il est très bon en tant que latéral. J'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il est rentré 2-3 fois avec Cavalry en tant qu'ailier, puis j'ai bien aimé ce qu'il a fait, les débordements à droite, les débordements à gauche. Il est capable de jouer offensivement, donc j'ai envie de le voir un peu plus haut. Puis ça peut aussi donner une sorte de flexibilité à Mauro Biello, de le faire jouer là où il veut. Sa polyvalence serait quand même très 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 intéressante. Et j'ai envie de croire, même si je ne l'ai jamais vu jouer, j'ai envie de croire à Théo Corbeanu, qui serait mon 6e joueur. Donc ce sont les 6 joueurs que j'aurais choisis. Donc voilà notre U23, nos équipes U23 à tous les 3. J'espère que ça vous a plu de savoir de nos avis. Je veux des commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez de nos choix à nous. C'est sûr, on va pas s'entendre sur tous les choix, mais n'empêche, on est prêt à écouter toutes vos suggestions. Après, on a hâte de voir la liste de Mauro Biello qui devrait sortir, je pense, d'ici 1 mois, ou moins même, dans 2-3 semaines, et on pourra à ce moment-là l'analyser tous les 3 ensemble, ça c'est sûr. On va prendre le temps de l'analyser. Donc ce sera pour ce segment-là. On va fermer ça ici pour les U23. On va passer au prochain segment parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre dans la région CONCACAF. La CONCACAF a décidé de lancer un nouveau format pour la Ligue des Champions à partir de la saison 2023-2024. On a complètement un nouveau format. Sur ce nouveau format-là, je vais l'expliquer le plus rapidement possible. On a plusieurs groupes, ok? Donc, on a en premier 4 groupes du côté de l'Amérique du Nord, donc ce qui comprend le Mexique, le Canada et les États-Unis. On a 4 groupes du côté de l'Amérique centrale, où il y aura à peu près plusieurs pays comme le Belize, la Costa Rica, le Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et le Panama. Et on aura 2 groupes du côté des Caraïbes. Donc à ce moment-là, 2 groupes dans ces Caraïbes où à ce moment-là, il y aura un peu des compétitions régionales entre ces groupes-là pour arriver à un système d'élimination directe. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail dans ces formats-là. Donc, dans les 4 groupes du côté nord-américain, il va y avoir 20 clubs sur ces 4 groupes-là. Donc, on s'entend, c'est 4 groupes de 5 équipes chacune. Et en fait, les 4 gagnants du groupe et les 4 à la seconde place se qualifieront pour la phase éliminatoire. Et le reste des équipes, ils vont jouer comme une sorte de mini-championnat pour déterminer qui va passer. Il y en a 3 autres qui vont se passer à la phase éliminatoire aussi. Donc, on a plusieurs chances pour ces équipes d'Amérique du Nord de se qualifier au prochain tour. Du côté des 4 groupes en Amérique centrale, il y aura aussi 4 groupes avec il y a des 4 groupes de 5. Et à ce moment-là, ce seraient les gagnants du groupe et les deuxièmes de chaque groupe qui seront qualifiés. Les gagnants du groupe et après les deuxièmes vont jouer les uns contre les autres. Et il y en a 4 qui vont se qualifier, donc il y a beaucoup moins du côté de l'Amérique centrale qui vont se qualifier. Et du côté des Caraïbes, il y aura 2 groupes, donc deux groupes de 5, et le gagnant de chaque groupe va jouer l'un contre l'autre, et il y aura une seule équipe des Caraïbes qui se qualifiera au prochain tour. En gros, qu'est-ce que vous avez pensé de ce format-là? Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais on va parler de manière générale de ce format. Je te laisse commencer, Daniel Cameron. Ton avis sur ce nouveau format? D'un point de vue canadien, je trouve ça bien. Le seul problème, honnêtement, c'est peut-être un peu le manque de variété des adversaires avant les tours. Je veux dire, au premier tour, ça va être strictement nord-américain, puis ça va être un peu lourd peut-être. Sinon, les tours suivants, parce que finalement, un club canadien risque probablement d'être avec 2 clubs, un club, on va dire, de cette Canadian Premier League
il risque d'être avec 2 clubs américains, 2 clubs mexicains, probablement 2 clubs-là de la même, issus de la même ligue. Et avant de tomber contre des clubs d'Amérique centrale, ça pourrait être long, là. Donc, à ce niveau-là, je suis un peu, je suis un peu déçu pour ça, pour le manque un peu de représentativité de la zone CONCACAF, là. Mais sinon, je suis content que les clubs, finalement, potentiellement, il y aurait 2 clubs de Canadian Premier League et peut-être même plus. Et ils auraient 4 matchs assurés chacun. Alors que maintenant, on a un club en CONCACAF League qui a 2 matchs assurés. Un aller-retour contre un club d'Amérique centrale et Caraïbes. Puisque les clubs de MLS et Liga MX ne participent pas à la CONCACAF League. Donc, à ce niveau-là, autant au niveau quantitatif que qualitatif, il y a un gain. Mais faut espérer que ça permette au club de Canadian Premier League de hausser le niveau puis espérer se rendre plus loin puis voir autre chose parce qu'aussi on va se le dire on a vu la fameuse expression CONCACAF, c'est faire CONCACAFé si on veut en français. Ben pour ne pas se faire CONCACAFé, il faut jouer souvent contre des équipes de la CONCACAF. Et quand je parle des équipes de la CONCACAF, je parle surtout des équipes d'Amérique centrale. Donc, si on joue pas souvent contre eux, que ce soit en équipe nationale ou en club, ben c'est difficile de s'habituer à leur style de jeu et tous les pièges à moins d'être vraiment supérieur à un club ou à une équipe nationale de cette région-là, les matchs sont souvent difficiles. J'élaborerai pas là-dessus aujourd'hui, ça va me mettre de mauvaise humeur. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un gain. Parfait. Donc, un gain avec une petite note amère, donc si je comprends bien, du côté de Daniel Cameron. Et toi, Alex, est-ce que tu es du même avis que Daniel Cameron? Ben, c'est comme on dit, c'est bittersweet. Il y a du bon puis il y a du mauvais là-dedans. Je vais commencer avec le bon. On va commencer avec les bonnes nouvelles. On va commencer sur une voie positive. Première bonne nouvelle, ben finalement, on n'est plus les 3 clubs MLS, les 3 clubs canadiens en MLS ne sont plus des touristes ni des invités, on va dire D'une entre ligue guillemets. américaine. Exactement. Fait que finalement, nos 3 clubs canadiens vont pouvoir se qualifier pour la Ligue des champions via la saison régulière de la MLS. Et on ne se retrouvera plus dans des situations bizarres que si un de nos 3 clubs remporte la MLS Cup, qu'ils n'aillent pas en Ligue des champions. Donc, à partir de maintenant, c'est les mêmes règles pour tout le monde, incluant nos 3 équipes canadiennes. Quoique, qu'on dirait même règle pour tout le monde, il n'y a rien qui a changé pour qu'on parle des effectifs. Des effectifs. Si les joueurs canadiens comptent, ils comptent encore comme international aux États-Unis, fait que ça n'a pas changé. Autre fait à remarquer, c'est que la Leagues Cup, ce fameux tournoi entre des clubs MLS et des clubs Liga MX, la CONCACAF a décidé de donner aux gagnants de ce trophée-là une place assurée en Ligue des champions. Donc, nos 3 clubs canadiens, s'ils arrivent à se qualifier pour cette compétition et remportent ce trophée, peuvent aller en Ligue des champions. Donc, pour nos 3 clubs canadiens, ça leur donne beaucoup de chances de se qualifier pour la Ligue des champions. La chose que j'ai un peu moins aimé, c'est pas que j'ai moins aimé ça, je comprends le format nord-américain, Amérique centrale et les Caraïbes. Donc, on sépare ça en 3 zones. Fait qu'on essaie de copier la qualification pour la Coupe du Monde. Donc, il faut se qualifier pour la phase finale via des matchs de groupe dans notre région. Sauf que c'est un peu excessif. C'est sur 16 équipes qui vont se rendre en match éliminatoire, il y en a 11 qui vont venir de l'Amérique du Nord. C'est complètement dépassé. Puis, on va se le dire entre nous, CONCACAF a fait ça pour comme anéantir toute communication ou tout débat ou tout communiqué, n'importe quoi qu'il essaie, n'importe quel, assumption, sous-entendu, c'est ça. N'importe quel sous-entendu par rapport à une Super Ligue nord-américaine, une fusion entre la Liga MX et la MLS, ça vient carrément de tomber à l'eau parce que,
qu'est-ce que vous voulez de plus? Votre Leagues Cup MLS, Liga MX, ça compte. Sur 20 clubs dans la région nord-américaine, il y en a au moins, tu en as au moins 16 ou 17 qui vont venir de soit MLS ou Liga MX. Donc, tu l'as, c'est comme une mini-ligue, MLS Liga MX. Donc, il n'y a plus de raison de parler de Super League ou de fusion. L'autre point négatif, c'est tu peux carrément dire que la zone Amérique centrale, c'est carrément fait pour voler. C'est carrément injuste qu'il y a seulement 4 clubs qui sortent de cette région-là quand tu as des clubs de qualité du Costa Rica comme Alajuelense, Herediano, Saprissa, puis même au Honduras, tu as Olympia, tu as Montaga, puis tu as Marathon, tu as quand même des bons clubs en Amérique centrale. Fait que là, c'est comme bizarre parce que là, tu te bats pour le privilège d'aller planter du monde en phase éliminatoire. Il me semble que ça devrait être l'inverse. C'est plus ça avance, plus le niveau augmente. Mais là, tous les meilleurs vont se donner des coups de poing sur la gueule au début, puis ils vont aller en phase éliminatoire pour aller planter un club des Caraïbes et aller battre des clubs d'Amérique centrale. Je trouve ça complètement bizarre. Et je vais terminer avec le point positif. 2 places garanties en CAN-PL. Et on pourra discuter des répercussions que ça va avoir sur la Ligue, puis qu'est-ce que la CAN-PL peut faire pour... qu'est-ce qu'ils vont faire tout court, right? Ouais, ça c'est super intéressant de voir 2 places disponibles pour la CAN-PL. On sait déjà aussi, c'est très intéressant du côté du Canada, avoir 3 places minimum avec toutes les autres opportunités que tu as données. Donc, les équipes canadiennes de MLS pourront se qualifier à partir de la MLS, à partir de la Leagues Cup, à partir du championnat canadien aussi. Donc, il y a plusieurs chances pour la MLS de se qualifier et 2 places pour la Canadian Premier League. Donc, du côté du Canada, tout le monde est content. Après, moi, très sincèrement, j'aime bien ce que je vois parce que tu as nommé un peu les clubs les plus importants du côté d'Amérique centrale. Tu peux après nommer quelques autres avec le Panama, avec Toro FC et il y a quelques petites de bons clubs, je pense Comunicaciones au Guatemala si je me rappelle bien. Bon, il y a quand même quelques bons clubs aussi dans ces pays-là. Par contre, les bons clubs en Amérique centrale, ben t'en comptes combien? Une dizaine max. Donc, tu es en train de dire que sur la dizaine de clubs qui ont quand même des moyens et qui ont quand même de très bons joueurs, qui ont quand même un bon niveau, qui ont quand même quelque chose de structuré en tant que club, ben, tu es quand même en train de donner la chance à 8 équipes de se qualifier de la zone Amérique centrale. C'est vrai, c'est peut-être pas juste. On n'est pas en train de regarder ça de manière socialiste en disant tout le monde va avoir la même chance. C'est sûr qu'il y a plus de chances pour les clubs de MLS, de Liga MX et même de Canadian Premier League d'arriver à cette phase finale. Pas la phase finale, mais en fait la phase à élimination directe parce que on s'entend, ils sont quand même en Champions League, toutes ces équipes-là. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en Champions League, donc on n'est pas en train de dire qu'ils sont pas qualifiés. Ce n'est pas une qualification au début, c'est une qualification pour les phases éliminatoires, mais ça reste que c'est des équipes qui auront participé à la Ligue des Champions, et ce qui n'est pas le cas maintenant. T'as pas autant de clubs d'Amérique centrale qui se qualifient pour la Ligue des Champions. 10, il n'y en avait pas autant. Donc bref, il y en a quand même plus. Donc il y a encore plus de chances pour les clubs d'Amérique centrale. Oui, il y a un côté où on privilégie les clubs d'Amérique du Nord. Et j'ai bien aimé la petite touche pour aussi donner la chance aux clubs des Caraïbes, qui d'habitude, c'est pas des clubs qui survolent en fait leur championnat, même si on a vu des clubs jamaïcains faire de bons résultats dernièrement. Bon, c'est un peu plus difficile d'habitude, donc il va quand même y avoir la chance pour eux d'arriver, de mettre dans leur palmarès, je me suis qualifié en Ligue des Champions, et peut-être aller plus tard, aller plus loin en se qualifiant en tant que gagnant, et aller plus loin aussi dans la compétition. Moi, j'aime bien le format. Oui, il y a un côté qui est un peu de la régionalisation, mais d'un autre côté, c'est normal, on doit réduire les coûts. Ce n'est pas une confédération qui fait beaucoup d'argent et qui a beaucoup d'argent. On l'a vu souvent, des stades vides, parfois, lorsque c'est
ouais, il y a eu des stades vides en Ligue des Champions. On en a vu plusieurs fois. Quand les équipes, l'adversaire n'est pas intéressant, ben, les gens ne se pointent pas. Ce n'est pas encore ça va beaucoup mieux. La compétition va beaucoup mieux et est en train d'être de plus en plus forte. Mais ce n'est pas encore une compétition qui peut se targuer de justifier tout ce genre de déplacement à travers toute la région dès le début. Donc, je pense que on est un peu dans un côté de transition du côté de la CONCACAF, où on commence par un format comme ça, avec l'espoir de peut-être dans 4-5 ans, si la popularité augmente, ben à ce moment-là, de peut-être arriver avec vraiment une phase de groupe, un peu ce qu'on voit du côté de la Ligue des Champions en Europe. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Par contre, il allait toujours y avoir des contents et des gens un peu plus déçus, mais j'aime bien la direction vers où la CONCACAF se dirige. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Daniel, Alex, est-ce que vous avez autre chose à dire sur ce format-là avant qu'on clôture ce podcast-là? De mon côté, je voulais juste souligner, comme Alex l'a dit, que c'est vraiment bien ce que Victor Montagliani a dit par rapport au club canadien MLS, qu'il devrait, en tant que club participant à cette compétition-là, s'ils gagnent des titres ou s'ils sont qualifiables, en tout cas via la MLS, ben, ils devraient se qualifier, comme par exemple c'est le cas des clubs gallois qui jouent dans le système anglais. Là. Donc, ouais. Si tu as payé ton expansion à MLS, ben, tu as les mêmes droits que... Mais moi, puis honnêtement, moi je trouve que c'est bien parce que ça rend la situation beaucoup moins... Tu sais, on en parle tout le temps des inégalités des clubs canadiens à MLS. Ben ça en réduit une. Là. Fait que j'étais vraiment content d'apprendre ça. Puis ça pourrait même peut-être des fois faire en sorte que plus de clubs canadiens pourraient se qualifier. Au lieu d'en avoir 3, on pourrait peut-être en avoir 4, 5, même 6 en théorie. OK. Ben parfait. Et toi, Alex, c'est quelque chose à ajouter? Ouais, moi, ça va être un peu plus centré sur la CPL. Je trouve que ça va, on l'attendait la place en Ligue des Champions pour la CANPL parce que c'est une ligue domestique comme les autres qui devrait envoyer leurs champions comme toutes les autres. Et Forge a prouvé qu'elle méritait sa place dans une compétition continentale. Faut pas oublier que sur 22 équipes, Forge a fini 7e au total en éliminant l'équipe qui était cotée la plus haute en Toro FC au Panama, et ils ont gagné en Amérique centrale. Donc, il n'y a aucun autre doute là-dessus que la CPL méritait sa place en Ligue des Champions. Qu'on ait 2 places, c'est encore mieux. Donc là, on parle de 2 équipes qui vont avoir 4 matchs minimum en Ligue des Champions. Fait que moi, je regarde les impacts. Fait que l'impact de ça, c'est, là, tu viens d'ajouter 4 matchs supplémentaires pour 2 clubs en CPL. Puis ça, il faut penser que si tu prends une équipe comme Halifax ou Hamilton ou même York, ben, tu sais, ça veut dire que tu pourrais avoir Club America débarquer dans ton stade. Fait que ça, il n'y a pas meilleure façon d'attirer plus de fans, de solidifier ta fanbase, de l'agrandir. Puis quand tu parles d'exposure, tu sais, tu vas être couvert par les médias. Pour parler d'exposition envers les médias, puis les fans qui ne sont pas encore complètement convertis à la CPL, mais la Ligue des champions qui se déplace à Halifax, à Calgary, ou sur l'île de Vancouver, ou à Edmonton, tu peux juste pas ignorer ça. Fait que ça va être excellent pour les clubs qui vont avoir plus de revenus, plus de fans, plus de couverture médiatique, plus de ventes. Et il ne faut pas aussi oublier les sponsors parce que maintenant, ceux qui voulaient commanditer la ligue ou les clubs, ben, c'est une ligue domestique, c'est au Canada, on comprend ça. Mais maintenant, à partir de 2023, tu as une chance d'avoir ta marque exposée à travers l'Amérique en entier. Et si le tournoi prend en importance, puis il y a des yeux d'un peu partout sur le monde qui regardent le tournoi, mais ça, c'est une belle opportunité pour des entreprises canadiennes, québécoises, de n'importe où, de pouvoir participer à l'activité économique de la Ligue. Et ça, c'est clair que si déjà, on s'était dit qu'il y avait déjà de l'intérêt pour des clubs d'expansion d'investisseurs locaux, nationaux ou internationaux pour partir des clubs en MLS, je veux dire en CPL, mais là, avec la Ligue des champions, c'est clair qu'ils vont dire, ben là, c'est une opportunité de rêve avec le prix du départ pour entrer en CPL. Tu as une chance d'être sur le même stage
que des clubs d'MLS et de Liga MX, c'est alléchant pour n'importe quel investisseur. Fait que moi, je pense que ça va avoir un gros impact sur la Ligue et ça va pousser la Ligue à aller plus loin, à innover, à essayer de s'améliorer. Ça va pousser les jeunes, ça va leur donner faim, puis ça va donner plus de yeux, plus de regards sur le talent qu'il y a dans la Ligue. On ne s'attendait pas à autant de bonnes retombées pour la Ligue aussi rapidement, mais c'est à la Ligue de capter cette opportunité-là puis de la convertir en quelque chose de meilleur. Exactement, tu as vraiment tout dit. C'est vraiment une opportunité à saisir de la part de Canadian Premier League, de la Première Ligue canadienne. Je trouve ça quand même très intéressant, en fait, ce qui se passe du côté de la CONCACAF. Bon, beaucoup de personnes vont dire, ouais, ben vous avez de la chance, vous avez un président canadien en CONCACAF qui est en train de vous aider. Ouais, ben je suis désolé pour les autres pays là. Oui, on est peut-être on va le prendre. On va le prendre. On est peut-être privilégié. Oui, on le sait, mais on va le prendre parce que on est capable de le prendre, puis on est capable de sourire, puis voilà, on est content. Donc voilà, mais c'est très intéressant pour la Première Ligue canadienne aussi du point de vue, comme tu l'as dit, surtout en sortant d'une pandémie, ça donne un peu comme un vrai bol d'air frais pour les investisseurs et pour les propriétaires actuels des clubs, en se disant qu'il y a une porte de sortie, il y a une façon de peut-être un peu ramasser plus revenir sur leurs pertes et regagner un peu de bénéfices grâce à ce genre de format-là dans quelques années. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. D'ici là, c'est sûr, on continue avec le format actuel. Qui, on a le tirage au sort demain de la Ligue des Champions CONCACAF 2021. On est aujourd'hui le 9 février, donc en date du 10 février, il y aura le tirage au sort. On en parlera bien sûr lors du prochain podcast du tirage au sort de la Ligue des Champions 2021. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour cet épisode de CS à l'érable. Un bon podcast bien rempli de plein d'informations pour vous. Les amis, Daniel Cameron, Alex Rupert, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui et d'avoir discuté de soccer canadien avec moi. C'est vraiment très, très apprécié. Re-bienvenue parmi nous et très content de t'avoir, de te revoir à l'animation. Puis aussi, juste rappeler aux auditeurs que ce nouveau format-là, ça signifie la fin de la CONCACAF League à partir de 2023, pour l'instant. Oui. Très bon petit ajout à la fin. Daniel Cameron, merci encore de ton expertise. Merci les gars, c'était le fun de reprendre un peu nos débats, puis je pense que ces prochaines semaines, on va être pas mal occupés. Exactement, on va être extrêmement occupés. On a de très bonnes surprises qui s'en viennent pour les 3 prochaines semaines ou même les 6 prochaines semaines ou pour toute la vie. On a des surprises du côté de CS à l'érable. Merci encore à vous tous de nous écouter et nous, on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de CS à l'érable.